Le vote dimanche est historique et hautement incertain, alors à quoi faut-il s'attendre? Quelles ont été les dernières actualités de cette campagne? On va voir donc les dernières informations essentielles aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour. Et au passage, vous l'aurez remarqué, je serai exceptionnellement en voix off et donc sans la caméra aujourd'hui. Alors d'abord, petit rappel du contexte quand même général en quelques secondes, les élections législatives, elles servent donc à élire les 577 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, chacun est élu dans une circonscription, donc une division du territoire, et donc dimanche dernier, c'était le premier tour, le RN et ses alliés sont arrivés en tête avec 33,1% des voix, suivi par l'alliance des partis de gauche, le Nouveau Front Populaire, qui a obtenu 28%, et enfin la coalition présidentielle qui a réuni 20% des suffrages. Les Républicains de leur côté ont réuni 6,7% des voix. Bon, déjà ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 76 députés sur les 577 qui ont été élus dès le premier tour des élections législatives dimanche dernier. Ils ont donc obtenu chacun plus de 50% des suffrages exprimés. Parmi eux, il y en a 39 qui appartiennent au Rassemblement national, dont d'ailleurs Marine Le Pen qui a été élue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Il y a aussi 32 députés, on peut noter, qui ont été élus sous la bannière du Nouveau Front Populaire. C'est le cas par exemple de Mathilde Panot. Donc si vous votez dans l'une de ces 76 circonscriptions, eh bien il n'y a pas de second tour chez vous. Vous n'avez donc pas à aller voter dimanche, n'y allez pas, ce sera juste fermé. Alors comment savoir ce qui s'est passé lors du premier tour dans votre circonscription et donc dans votre territoire? Alors c'est très simple, il y a des plateformes qui se sont faites par quasiment tous les médias. Je vous mets par exemple celle du Monde en description. C'est très simple, vous mettez le nom de votre ville, ça va vous dire tout simplement s'il y a un second tour, et s'il y a un second tour, eh bien quels sont les candidats qui sont qualifiés, le tout en prenant compte les éventuels désistements qu'on a pu voir cette semaine. Et si vous ne savez pas où est-ce que vous votez, eh bien je vous mets un lien en description, c'est le même qu'au premier tour, c'est le même qu'aux européennes, ça vous permet très rapidement de voir où est-ce que vous êtes inscrit pour aller voter. Enfin, dernier élément d'un point de vue très pratique, si vous êtes inscrit dans un endroit et que vous ne pouvez pas vous rendre à cet endroit ce week-end et plutôt ce dimanche, eh bien vous avez moyen de faire une procuration pour que quelqu'un se rende à votre bureau de vote à votre place. Là-dessus, on en a beaucoup parlé sur la façon de le faire. Le plus simple, c'est d'aller sur maprocuration.gouv.fr. Je vous mets aussi un lien en description de notre média Elan sur lequel on explique tout ça. A noter au passage que le nombre de procurations est en forte hausse entre le premier et le second tour. Avant le premier tour, c'est 2,6 millions de procurations qui avaient été enregistrées par le ministère de l'Intérieur. C'était déjà un record, c'était 4 fois plus d'ailleurs qu'en 2022 à la même période. Et là, ce vendredi, c'est 3,2 millions de procurations qui ont été enregistrées par le ministère. Ça veut donc dire que 600 000 demandes supplémentaires ont été faites depuis le 30 juin. Deuxième information importante qu'on peut noter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué ce vendredi sur BFM TV que 51 candidats, suppléants ou militants ont été agressés physiquement durant la campagne, y compris, je cite, des agressions extrêmement graves qui emmènent des gens à l'hôpital. Selon lui, ces agressions ont visé, je cite, tous les côtés de l'échiquier politique. On en parlait hier, ça peut être aussi bien des candidats RN que de la gauche ou du camp d'Emmanuel Macron qui ont été agressés ces derniers jours. Toujours selon le ministre, une trentaine d'interpellations a déjà eu lieu avec des profils extrêmement variés. Je cite, ce sont des gens soit spontanément énervés, soit des militants politiques ou d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, d'autres formations politiques. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a annoncé ce jeudi sur France 2 que 30 000 policiers et gendarmes allaient être mobilisés ce dimanche partout en France pour ce second tour. À Paris, c'est notamment 2800 forces de l'ordre qui sont prévues contre 1700 lors du premier tour. L'objectif affiché, je cite, c'est de prévenir les risques de troubles à l'ordre public et de violences urbaines, selon une source policière interrogée par TF1. A noter par ailleurs que la préfecture de Paris a annoncé ce jeudi l'interdiction d'une manifestation antifasciste prévue dimanche devant l'Assemblée nationale. L'appel à manifester avait été lancé sur les réseaux sociaux par le collectif Action Antifasciste Paris-Banlieue, dont les membres, selon la préfecture, sont, je cite, coutumiers d'actions violentes, dégradation et violence contre les personnes, et notamment à l'occasion de manifestations revendicatives. Troisième actualité, toujours liée aux législatives, on en parlait ces derniers jours, les différents partis politiques s'interrogent sur ce qui va se passer pour le gouvernement après dimanche. Pour résumer très simplement, il y a plusieurs options. Première option, premier scénario possible, le Rassemblement national obtient une majorité absolue ce dimanche, avec donc au moins 289 députés. Dans ce cas-là, Jordan Bardella devient Premier ministre, mais si ce n'est pas le cas, il a déjà déclaré qu'il n'accepterait pas le poste de Premier ministre si le RN n'obtient pas de majorité absolue, ou en tout cas un score très proche de la majorité absolue. Et donc beaucoup se demandent à ce moment-là qui se retrouvera au gouvernement. On en parlait hier, l'option de construire une grande coalition d'une partie de la gauche, de la droite et du centre est de plus en plus évoquée ces derniers jours. Alors on va pas revenir sur toutes les réactions qui ont été faites et pourquoi est-ce que ça fait autant de débats. Je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a postées hier, si vous voulez en savoir plus. Mais il y a eu quand même quelques nouvelles déclarations. Par exemple, François Bayrou, proche d'Emmanuel Macron, ancien ministre de la Justice, invité sur France 2 ce vendredi matin, il s'est dit pour la composition, je cite, d'un gouvernement
gouvernement d'entente républicaine hors extrême pour apaiser la France. Il faudrait selon lui, je cite, que chacun accepte de faire un pas vers l'autre, mais il ne s'agirait pas selon lui d'une coalition, donc d'une alliance à proprement parler. De son côté, la chef des écologistes, Marine Tondelier, a appelé sur France Info à une coalition après le second tour des législatives. Selon elle, le programme de cette coalition devra être fait sur la base de celui, je cite, du groupe arrivé en tête des forces républicaines au premier tour. Autrement dit donc, elle estime que s'il y a une alliance à faire après le second tour, après donc cette élection, et dans le cas donc où le Rassemblement national n'obtient pas de majorité absolue, eh bien cette alliance doit se faire autour du programme du nouveau Front populaire. Enfin, au-delà de cette potentielle alliance, la troisième possibilité, c'est une forme de blocage avec tout de même la nomination d'une forme de gouvernement de techniciens, sachant qu'il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives dans l'immédiat, donc il faudrait attendre au moins 1 an pour de nouvelles élections législatives et avoir donc éventuellement à l'issue de cette nouvelle année un nouveau gouvernement. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, je vous renvoie à tous les épisodes des Actus du jour, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast audio qu'on a fait cette semaine. De mon côté, je serai en live ce dimanche à partir de 18h30 pour suivre les résultats du second tour qui tomberont à 20h. Je serai là donc pour répondre à toutes vos questions et pour voir donc les résultats en temps réel. Ça se passe directement sur la chaîne YouTube des Actus du jour, donc n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette première actu qui concerne les élections générales au Royaume-Uni. C'est officiel, le parti travailliste, un parti de centre-gauche, est arrivé en tête et a même remporté la majorité absolue au Parlement selon les derniers résultats. Vers 4h du matin, les travaillistes avaient déjà remporté plus de 340 sièges à la Chambre des communes, sachant que la majorité au Royaume-Uni est à 326 sièges. Ça veut donc dire que le parti formera seul le futur gouvernement britannique et le futur Premier ministre sera Keir Starmer, le leader des travaillistes. Ce dernier a d'ailleurs promis, je cite, un renouveau national après 14 années de conservateurs au pouvoir, tout en déclarant, je cite, « Je ne vous promets pas que ce sera facile ». Alors de son côté, l'actuel Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui est conservateur, a reconnu ce vendredi la défaite de son parti avec seulement 131 députés élus, déclarant en assumer, je cite, « la responsabilité ». Sinon, les libéraux-démocrates, donc les centristes, ont remporté 61 sièges, mais la surprise du scrutin vient surtout du parti anti-immigration et anti-système Reform UK, qui n'avait jusqu'à présent qu'un député non élu à la Chambre. En gros, c'était un conservateur qui a changé d'étiquette en mars dernier. Et bien, le parti a gagné ce jeudi 4 sièges selon les derniers résultats et fait donc son entrée au Parlement. Deuxième actu, Israël a envoyé une délégation à Doha au Qatar pour des pourparlers sur un accord de trêve à Gaza et la libération des otages toujours retenus par le Hamas. La veille, le Hamas avait affirmé avoir envoyé au médiateur de nouvelles idées pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et a précisé avoir évoqué ce sujet avec des responsables du Qatar et d'Égypte, mais aussi d'avoir eu des contacts avec la Turquie. En tout cas, les États-Unis, par la voix d'un haut responsable américain cité anonymement par l'AFP, estiment qu'Israël et le Hamas ont, je cite, une opportunité importante d'arriver à un accord. 251 personnes ont été enlevées le 7 octobre, parmi elles 42 sont mortes et 116 sont toujours retenues à Gaza, selon l'armée israélienne. Sinon, à Gaza, 38 000 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées depuis le 7 octobre, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. Troisième actu, un site appelant à éliminer des avocats signataires d'une tribune anti-Rassemblement national crée l'inquiétude des avocats. En fait, tout a commencé avec une tribune publiée mardi sur le site de l'hebdomadaire Marianne, intitulée « Avocats, nous nous constituons en brigade du droit contre le Rassemblement national ». Cette tribune, elle a été signée par une centaine d'avocats, essentiellement des barreaux de Paris et de Caen. Et un jour plus tard, donc mercredi, le site d'ultra-droite Réseau Libre, le réseau des patriotes, a publié un article intitulé « Liste très partielle d'avocats à éliminer », reprenant donc la liste des signataires de cette tribune. On peut notamment y lire, je cite, « À envoyer dans un fossé ou dans un stade, ces avocats déclarent ne pas respecter le verdict des urnes en cas de victoire du RN ». Alors vous vous en doutez, cette tribune a fait énormément réagir. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, l'a fermement condamné, déclarant, je cite, « Ceux qui veulent la mort de nos libertés commencent toujours par s'en prendre aux avocats. Je ne le laisserai jamais faire ». Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris a saisi le parquet. On suivra ça. Quatrième actu, l'entreprise Nestlé France ainsi que la filiale exploitant l'usine de Caudry dans le Nord ont annoncé leur mise en examen dans l'affaire des pizzas Buitoni contaminées. Si vous n'aviez pas suivi, depuis plus de 2 ans, des dizaines de familles accusent l'entreprise Buitoni d'avoir rendu leurs enfants malades car certaines pizzas Fresh Up étaient contaminées par la bactérie E. coli qui provoque notamment des maux de ventre ou encore des vomissements. Alors certains enfants souffrent toujours de graves séquelles et 2 enfants sont même décédés des suites de cette contamination. On ne connaît pas encore les chefs de mise en examen, donc on ne sait pas ce que Nestlé risque, mais une information judiciaire avait été ouverte en mai 2022, notamment pour homicide involontaire, blessure involontaire, mise sur le marché d'un produit dangereux pour la santé et mise en danger d'autrui. Cinquième actu, l'opérateur
l'opératrice du SAMU, jugée pour non-assistance à personne en danger après la mort de Naomi Musenga en 2017 à Strasbourg, a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Naomi Musenga, c'est une jeune femme de 22 ans qui est décédée en décembre 2017 à Strasbourg après avoir appelé les secours. Lors de son appel au SAMU, l'opératrice avec qui elle était en ligne a minimisé ses souffrances et s'est même moquée d'elle. Malgré son état critique, son appel n'a pas été pris au sérieux et une ambulance n'a été envoyée que plusieurs heures plus tard. Naomi est finalement décédée peu après son arrivée à l'hôpital. À noter que l'opératrice, en plus de cette condamnation de prison avec sursis, devra aussi verser 15 000 € de dommages et intérêts à la famille pour les frais d'avocat. À noter aussi que le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet qui avait demandé 10 mois avec sursis. En tout cas, la mère de la victime a fait part de son soulagement que la responsabilité de l'opératrice soit reconnue et qu'elle ait exprimé des excuses. 6e actu, le rappeur français Moa Lasquale, jugé depuis mardi pour des violences et des séquestrations sur 6 de ses ex-compagnes, a été condamné à 3 ans de prison ferme. On en parlait ce mardi, les faits se sont déroulés entre 2017 et 2021. Il aurait par exemple tiré les cheveux et traîné au sol l'une d'elles ou encore mis des coups de tête et des coups de pied dans le ventre d'une autre. Le rappeur a toujours nié les faits. En tout cas, le tribunal a ordonné son maintien en détention, lui qui a déjà passé près de 17 mois en prison. On termine avec cette actu et c'est potentiellement une bonne nouvelle pour la science. Une étude du CHU de Lille confirme l'intérêt de la caféine pour soigner la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui se manifeste par une perte progressive de la mémoire, des capacités cognitives et des fonctions intellectuelles. C'est la forme la plus courante de démence chez les personnes âgées. Et donc une étude clinique en phase 3 qui inclut 248 patients est actuellement menée à Lille pour évaluer l'impact de la caféine sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi la caféine ? Eh bien parce que des recherches antérieures ont suggéré qu'une consommation régulière de caféine, équivalente à 2 à 4 tasses de café par jour, pourrait ralentir le déclin cognitif lié au vieillissement, mais aussi réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Alors pour l'instant, l'étude est en cours. La moitié des patients vont recevoir 400 mg de caféine par jour et l'autre moitié un traitement placebo. On vous tiendra au courant des résultats. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Ce dimanche donc, rendez-vous sur cette chaîne YouTube des Actus du jour pour le live. N'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit donc à dimanche pour ce second tour.